Il existe une question qui résonne à travers les époques, une énigme qui défie notre compréhension de la réalité, une question qui hante l'esprit des hommes depuis la nuit des temps. Les philosophes grecs, dans l'ombre de leurs oliviers, se la posèrent déjà. Les sages d'Orient, au cœur de leur retraite spirituelle, la méditaient. Et aujourd'hui, les scientifiques les plus brillants se penchent sur elle, dans les laboratoires les plus avancés, si l'on se réincarne. Alors, pourquoi ne gardons-nous aucun souvenir de nos vies passées? Pourquoi ce voile d'oubli recouvre-t-il nos mémoires? La réponse à cette question, si tant est qu'elle existe, pourrait bien bouleverser votre perception de l'existence, ébranler vos certitudes et, peut-être même, vous apporter une nouvelle perspective sur votre propre vie. Alors, aujourd'hui, plongeons ensemble dans les profondeurs de ce mystère, explorons les découvertes les plus récentes, les théories les plus audacieuses et les témoignages les plus troublants. Préparez-vous, car le voyage sera inoubliable. Raymond Moody, un nom qui résonne avec force dans le domaine de l'étude de la mort et de l'après-vie. Raymond Moody a consacré des décennies à explorer les frontières ténues entre la vie et la mort. C'est lui qui a popularisé l'expression « expérience de mort imminente » ou EMI. Il a interviewé des milliers de personnes revenues d'un état de mort clinique, des personnes qui ont entrevu l'autre côté. Mais, malgré toutes ces années de recherche, une question persistait, lancinante. Pourquoi la plupart des gens ne parviennent-ils pas à se souvenir de leurs vies antérieures? Pourquoi ces souvenirs restent-ils enfouis au plus profond de notre être? Pour tenter de percer ce mystère, il nous faut remonter le temps, de plus de 2000 ans, jusqu'à la Grèce antique, berceau de la philosophie. Là, le grand Platon nous offre une explication poétique qui a traversé les siècles sans prendre une ride. Selon Platon, avant de renaître dans un nouveau corps, l'âme traverse une plaine aride, brûlée par le soleil, épuisée par ce long périple. Elle finit par trouver un fleuve. Le fleuve Léthé, dont le nom signifie « oubli » en grec. Les âmes, assoiffées, boivent de cette eau pour apaiser leur soif. Et, en buvant, elles oublient tout ce qu'elles savaient auparavant. Tout, leur joie, leur peine, leurs expériences. Mais, voici le détail crucial que beaucoup ignorent. Platon ne dit pas que toutes les âmes boivent la même quantité d'eau. Certaines en boivent beaucoup et oublient toutes. D'autres, seulement une gorgée, et conservent quelques fragments de mémoire, des bribes de souvenirs. Et, enfin, certaines âmes, plus rares, parviennent à traverser le fleuve sans presque rien boire, gardant ainsi une conscience plus claire de leur vie passée. Pythagore, autre géant de la pensée grecque, affirmait se souvenir de 8 vies passées, dans leur intégralité. Il prétendait avoir développé des techniques spécifiques de méditation et d'entraînement mental, lui permettant d'accéder à ces mémoires lointaines, selon les récits de l'époque. Il était capable de décrire avec une précision étonnante des personnes qu'il avait connues, des lieux où il avait vécu, et des événements auxquels il avait assisté, dans ses existences antérieures. L'une des vies dont Pythagore disait se souvenir était celle de Phorbe, un guerrier troyen mentionné dans l'Iliade d'Homère. Il ne se contentait pas de décrire les batailles et les événements de cette époque. Il alla même jusqu'à identifier le bouclier qu'il avait utilisé dans cette vie, un bouclier qui était conservé dans un temple grec. Et, lorsque ce bouclier fut examiné, on y découvrit des inscriptions confirmant qu'il avait bien appartenu à Euphorbe. Une coïncidence troublante. Des histoires comme celle-ci ont traversé les siècles, mais elles ont souvent été reléguées au rang de légendes, de mythes, de curiosités philosophiques, jusqu'à ce que la science moderne décide de s'en emparer et d'enquêter de manière systématique, avec la rigueur et la méthode qui la caractérisent. Mais, que nous dit la science moderne à ce sujet? Que révèle-t-elle sur ce mystère des vies antérieures? À l'Université de Virginie, il existe un département entièrement dédié à l'étude des phénomènes tels que les souvenirs de vie passée. La Division of Perceptual Studies, ou DPS, a été fondée par le psychiatre Ian Stevenson, qui a consacré plus de 40 ans de sa vie à étudier les cas d'enfants affirmant se souvenir de vies antérieures. Un travail de titan. Stevenson a documenté plus de 3000 cas à travers le monde.
Et le schéma qu'il a découvert est extraordinaire. Les enfants qui rapportent ces souvenirs commencent généralement à en parler entre l'âge de 2 et 5 ans. Ils décrivent souvent des détails vérifiables sur des personnes décédées qu'ils n'ont jamais connues. Ils mentionnent des noms, des lieux, des événements spécifiques et, dans de nombreux cas, ces informations ont été confirmées par des enquêtes rigoureuses, des vérifications minutieuses. L'un des cas les plus impressionnants documentés par Stevenson concerne un petit garçon en Inde, appelé Théo, à l'âge de 2 ans et demi. Il a commencé à parler de sa vie antérieure, où il était un commerçant nommé Pascal, vivant dans une ville située à plus de 100 km de là. Théo décrivait sa boutique de biscuits et de bonbons avec une précision stupéfiante. Il mentionnait les noms de membres de sa famille, de ses employés et de ses clients. Il parlait d'une maladie de l'estomac qui l'avait emporté, et il exprimait un désir intense de revoir sa famille d'avant. Un appel du cœur. Lorsque les chercheurs ont mené leur enquête, ils ont découvert qu'un commerçant du nom de Pascal avait réellement existé dans cette ville, qu'il était décédé de problèmes gastro-intestinaux quelques années avant la naissance de Théo, et que les détails que le petit garçon décrivait correspondaient avec une précision impressionnante à la vie réelle de Pascal. Une concordance qui laissait pantois. Lorsque Théo a finalement visité la ville, il a reconnu des lieux et des personnes. Il savait où se trouvaient des objets cachés dans la maison. Il a correctement identifié des membres de la famille de Pascal, y compris certains qui avaient considérablement changé d'apparence. Un prodige. Des cas comme celui-ci se répètent par milliers dans les archives de l'Université de Virginie. Des enfants issus de cultures complètement différentes, sans aucun contact entre eux, présentant le même schéma de souvenirs détaillé et vérifiable. Un phénomène qui défie toute explication rationnelle. Mais pourquoi des enfants? Pourquoi ces souvenirs semblent-ils se manifester plus facilement chez les plus jeunes? C'est ici que nous arrivons à l'une des théories les plus fascinantes avancées par James Matlock, un chercheur contemporain dans ce domaine. Selon lui, il existe 2 types de mémoire qui opèrent lorsque nous venons au monde. 2 systèmes distincts. La mémoire supraliminale est celle que nous utilisons consciemment au quotidien, celle qui nous permet de nous souvenir de notre nom, de notre adresse, de ce que nous avons mangé hier. Elle se forme progressivement pendant l'enfance. Au fur et à mesure que notre cerveau se développe, la mémoire subliminale, quant à elle, est plus profonde, plus enfouie, moins accessible. Elle contient des impressions, des émotions, des schémas de comportement que nous ne parvenons pas à expliquer rationnellement, des souvenirs inconscients. Lorsque nous naissons, selon cette théorie, ces 2 types de mémoire subissent une sorte de reset, une remise à zéro, comme un ordinateur que l'on redémarre. Les souvenirs conscients de la vie antérieure sont effacés ou profondément réprimés. Mais des fragments peuvent subsister dans la couche subliminale, comme des échos lointains. Les jeunes enfants n'ont pas encore complètement développé la barrière entre ces 2 systèmes de mémoire. C'est comme si le filtre n'était pas encore totalement installé, et que des bribes d'informations pouvaient s'échapper. C'est pourquoi certains d'entre eux parviennent à accéder à des informations qui devraient être verrouillées. À mesure qu'ils grandissent et que leur cerveau mûrit, cette barrière se renforce. Les souvenirs de vie passée deviennent de plus en plus difficiles d'accès, jusqu'à ce que, pour la plupart des gens, ils disparaissent complètement de leur champ de conscience. L'oubli total. Il existe une analogie intéressante avec ce qui se passe pendant le sommeil. Nous rêvons tous plusieurs fois par nuit, mais la plupart de nos rêves sont oubliés quelques secondes après notre réveil. Notre cerveau semble avoir un mécanisme qui sépare l'expérience du rêve de la mémoire éveillée. Une sorte de cloison étanche. Peut-être que quelque chose de similaire se produit entre les vies. L'expérience reste enregistrée à un certain niveau, dans une sorte de mémoire cosmique. Mais le mécanisme de transfert vers la mémoire consciente est bloqué ou limité, empêchant les souvenirs de remonter à la surface. Cela expliquerait pourquoi ces souvenirs peuvent parfois fuir chez les jeunes enfants, et pourquoi ils peuvent être accessibles par le biais de techniques qui altèrent l'état normal de conscience. Des techniques telles que l'hypnose, la méditation profonde, ou encore la régression dans les vies antérieures. Raymond Moody a exploré une autre voie pour comprendre ce phénomène.
Dans son livre sur la régression dans les vies antérieures, il a documenté les expériences de personnes qui, sous hypnose ou dans des états de conscience modifiés, ont accédé à ce qui semble être des souvenirs d'autres existences, des visions, des sensations, des émotions. Le schéma qu'il a observé est remarquable, car il révèle une vérité profonde. Les gens ne se contentent pas d'inventer des histoires. Ils expérimentent souvent des émotions intenses et authentiques, des émotions qui les bouleversent et qui laissent une empreinte indélébile sur leur âme. Ils décrivent des détails sensoriels vivides. Ils rapportent des douleurs physiques dans des parties du corps qui correspondent à des blessures décrites dans une vie passée. Et souvent, ils mentionnent des informations historiques qu'ils n'auraient jamais pu connaître autrement. Raymond Moody. Un autre guide dans cette exploration décrit le cas d'une femme américaine qui, durant une séance de régression, commença à parler dans un dialecte allemand ancien. Elle n'avait jamais étudié l'allemand, n'avait aucune ascendance germanique connue, et le dialecte spécifique qu'elle utilisait avait disparu depuis plus de 200 ans. Des linguistes, tels des érudits penchés sur un grimoire, qui analysèrent les enregistrements, confirmèrent qu'il s'agissait d'un dialecte authentique de cette région et de cette époque, pas quelque chose qui pouvait être appris facilement. Même avec une étude intensive, et certainement pas quelque chose qui surgirait spontanément dans l'esprit de quelqu'un. Sans aucune exposition préalable, dans une autre séance, un homme décrivit sa vie comme soldat. Durant la guerre de sécession américaine, il mentionna des détails spécifiques sur une bataille mineure, incluant des positions de troupes, des noms d'officiers et la séquence précise des événements. Des historiens, véritables détectives du passé, vérifièrent par la suite que tous les détails étaient corrects, incluant des informations qui n'existaient que dans des registres obscurs, qui n'avaient jamais été publiés. Des cas comme ceux-ci, défiant les explications conventionnelles, si ce ne sont pas de vrais souvenirs, alors, qu'est-ce que c'est? Comment l'esprit pourrait-il fabriquer des informations vérifiables qu'il n'avait aucun moyen de connaître? Mais pourquoi ce mécanisme d'oubli existerait-il? Imaginez, un instant, si vous vous souveniez de toutes vos vies antérieures, chaque amour perdu, chaque tragédie vécue, chaque mort expérimentée, chaque erreur commise au long de siècles ou de millénaires d'existence. Comment réussiriez-vous à fonctionner? Raymond Moody, avec la sagesse d'un Voltaire contemplant les étoiles, suggère que l'oubli peut être un mécanisme de protection, une façon de permettre à chaque vie d'être vécue comme une expérience nouvelle et authentique, sans le poids écrasant de mémoires accumulées. C'est comme un étudiant qui va à l'école. Il n'a pas besoin de se souvenir de toutes les années antérieures d'études. À chaque instant, la connaissance est là, incorporée en qui il est devenu, mais les détails spécifiques restent archivés, accessibles quand nécessaire, mais non intrusifs dans le présent. Il y a aussi une théorie fascinante sur le but évolutif de l'oubli. Si nous sommes ici pour apprendre et grandir, à travers des expériences, se souvenir de tout pourrait compromettre le processus. Ce serait comme passer un examen, en connaissant déjà toutes les réponses. Le défi, la découverte, la croissance génuine dépendraient d'affronter des situations, comme si elles étaient nouvelles. Certaines traditions spirituelles vont plus loin. Elles suggèrent que nous choisissons d'oublier, qu'avant d'incarner, l'âme accepte délibérément le voile de l'oubli, comme partie de l'accord, pour avoir une expérience terrestre authentique. Selon cette perspective, savoir trop de choses sur les vies passées pourrait créer des interférences indésirables. Vous pourriez éviter des personnes avec qui vous avez des comptes à régler, rechercher obsessivement des relations de vies antérieures, tenter de répéter des succès passés, au lieu d'affronter de nouveaux défis. L'oubli, dans cette vision, n'est pas une punition ou une limitation. C'est un outil pédagogique, une façon de garantir que chaque vie soit vécue avec authenticité et présence totale. Mais cela ne signifie pas que les mémoires sont complètement perdues. Des chercheurs, à l'instar de Pascal disséquant un problème complexe, ont noté que certaines personnes
ont des affinités inexpliquées. Une attraction pour une certaine époque historique, facilité à apprendre certaines langues, des peurs irrationnelles, de situations spécifiques, des talents qui semblent surgir de nulle part. Il se peut que ce soient les impressions qui restent, les résidus d'expériences passées, qui influencent qui nous sommes, même sans souvenir conscient. Raymond Moody, tel un conteur partageant un secret précieux, rapporte des cas de personnes qui, après avoir accédé à des mémoires de vie passées, expérimentèrent des guérisons de phobies qu'elles portaient toute leur vie. Une femme avait une terreur inexpliquée de l'eau, après une séance de régression où elle revécut une mort par noyade. La peur disparut simplement. Un autre cas impliqua un homme, avec des douleurs chroniques au cou, qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. Durant une régression, il revécut une exécution par pendaison en traitant cette mémoire et ses émotions associées. Les douleurs qui l'accompagnaient depuis des décennies disparurent complètement. Ces cas suggèrent quelque chose de profond sur la nature de la mémoire et du corps. Peut-être que le corps porte des marques, d'expériences que l'esprit conscient ne se souvient pas, des cicatrices invisibles, de vies que nous ne savons pas avoir vécues. Ian Stevenson, avec la rigueur d'un scientifique des Lumières, documenta un phénomène apparenté, qu'il appela des marques de naissance correspondantes. Dans de nombreux cas, d'enfants qui se souvenaient de vies passées, avec des morts violentes. Ils avaient des marques de naissance ou des défauts congénitaux, exactement aux endroits où la personne antérieure avait été blessée ou tuée. Un garçon, prénommé Théo, qui se souvenait avoir été tué par une balle dans la tête, avait une marque de naissance irrégulière, exactement où la balle aurait pénétré. Des registres médicaux de la personne antérieure confirmèrent la localisation de la blessure mortelle. Un autre cas impliqua une fille, prénommée Pascal, avec des doigts mal formés, qui se souvenait d'une vie où elle avait perdu les doigts, dans un accident avec une machine agricole. La correspondance entre les doigts affectés et ceux qui auraient été amputés était exacte. Comment expliquer ces corrélations physiques? Si les mémoires ne sont que des constructions mentales, pourquoi le corps présenterait-il des marques correspondantes, présentes dès la naissance? Cela suggère que l'oubli peut ne pas être complet. Le trauma peut rester enregistré dans le corps, dans les émotions, dans les modèles de comportement, même si l'esprit conscient n'a pas accès à l'origine. La question que beaucoup posent est s'il existe une façon de récupérer ces mémoires. Les techniques varient: méditation profonde, hypnose régressive, certains états altérés de conscience. Certaines traditions spirituelles ont développé des pratiques spécifiques pour cette fin au long de milliers d'années. Dans les monastères tibétains, les moines s'entraînent pendant des décennies pour développer la capacité de maintenir conscience durant la transition entre les vies. Ils pratiquent des techniques de méditation qui sont supposées permettre de traverser la mort sans perdre la mémoire. Selon ces traditions, les grands maîtres peuvent choisir où et quand réincarner, et quand ils le font, ils réussissent à être identifiés dans l'enfance à travers des tests qui vérifient les mémoires de la vie antérieure. Les Dalai Lama, par exemple, sont traditionnellement trouvés à travers ce processus. Dans la tradition hindoue, il existe des pratiques de yoga spécifiques pour accéder à ce qu'ils appellent les registres akashiques, une espèce de mémoire cosmique où toutes les expériences de toutes les âmes seraient enregistrées. À travers des états méditatifs profonds, il serait possible d'accéder à ces informations. Raymond Moody, avec la curiosité d'un explorateur des temps modernes, a enquêté sur des versions occidentales de ces pratiques. Il a mis au point une méthode, utilisant des miroirs dans des environnements spécialement aménagés, qui, selon ses dires, faciliterait des expériences visionnaires, incluant parfois des aperçus de vie passée. Mais Raymond Moody attire notre attention sur un point crucial. Toute mémoire accessible n'est pas nécessairement authentique. L'esprit humain est d'une créativité extraordinaire. Il peut échafauder des récits captivants à partir de simples fragments, d'attentes,
de désirs inconscients, distinguer une véritable mémoire d'une vie antérieure, d'une simple construction mentale, n'est pas chose aisée. C'est pourquoi il recommande la prudence, garder un esprit ouvert, mais aussi critique, valoriser les expériences pour ce qu'elles révèlent de nous-mêmes au présent, indépendamment de leur origine littérale. Une pincée de scepticisme n'a jamais fait de mal. Il y a un aspect de cette question dont on parle rarement. Et si l'oubli n'était que temporaire? Nombre de traditions spirituelles suggèrent qu'après la mort du corps physique, toutes les mémoires sont restaurées, qu'il existe un état de conscience où nous pouvons revoir non seulement la vie qui vient de s'achever, mais toutes les précédentes, un peu comme une réminiscence voltairienne. Les expériences de mort imminente, EMI, documentées par Raymond Moody, incluent fréquemment des récits de revues de vie. Les personnes décrivent, voire toute leur existence, défiler devant leurs yeux en quelques instants, non seulement les événements, mais aussi les sentiments de toutes les personnes affectées par leurs actions. Une femme, ayant vécu une EMI, a décrit avoir revécu non seulement sa vie actuelle, mais des fragments d'autres existences. Elle a perçu des connexions entre des personnes de différentes vies, compris pourquoi certaines relations dans cette vie étaient si intenses. Elle a décelé des schémas de comportement qui se répétaient à travers les siècles. Un air de déjà-vu, comme dirait Rousseau, à son retour. Elle avait la profonde conviction que les personnes les plus importantes dans sa vie étaient des âmes qu'elle connaissait déjà, qu'elles étaient de nouveau réunies pour poursuivre un travail inachevé ou pour guérir d'anciennes blessures. Raymond Moody a recueilli des témoignages similaires. Auprès de centaines de personnes, l'EMI semblait ouvrir une fenêtre sur une perspective plus vaste, un point de vue où les frontières entre les vies devenaient moins rigides. Certains rapportent des aperçus de vies antérieures, pendant ce processus, des connexions qui soudain prennent tout leur sens, des personnes retrouvées, qui semblent avoir été connues auparavant, des schémas qui se répètent à travers de multiples existences. Cela soulève une possibilité intrigante. Peut-être l'oubli est-il spécifique à l'état incarné, une condition temporaire, nécessaire à l'expérience terrestre, mais pas une perte permanente d'informations. Les implications de cette perspective sont profondes, s'il est vrai que nous oublions temporairement. Pour pouvoir vivre pleinement chaque expérience, alors chaque moment revêt une signification différente. Nous ne sommes pas perdus dans une existence aléatoire. Nous sommes immergés dans un processus d'apprentissage soigneusement orchestré. Les défis que nous relevons sont peut-être exactement ceux dont nous avons besoin pour notre développement. Les personnes que nous rencontrons peuvent avoir des liens avec nous qui vont bien au-delà de cette vie. Les talents inexplicables, les attirances mystérieuses, les peurs irrationnelles peuvent être des échos d'un passé que nous n'avons pas conscience de connaître, mais qui nous a façonnés. Il existe un phénomène curieux que les chercheurs ont observé chez les personnes qui accèdent à des mémoires de vie passée. Beaucoup d'entre elles rapportent un changement profond dans leur façon d'envisager la mort. La peur diminue, l'anxiété concernant la fin de l'existence se dissout. Émerge une compréhension viscérale que la mort n'est pas une fin, mais une transition, une porte entre les chapitres d'une histoire beaucoup plus longue. Raymond Moody a noté le même effet chez les personnes ayant vécu des EMI. Elles reviennent avec une certitude inébranlable que la conscience survit, qu'il existe quelque chose après, que les personnes que nous aimons continuent d'exister, d'une manière ou d'une autre. Pour certains sceptiques, cela pourrait être perçu comme une illusion réconfortante, une façon, pour l'esprit, de gérer la perspective effrayante de la mortalité. Mais Raymond Moody fait une observation intéressante. Si ce n'était qu'une illusion, pourquoi produirait-elle
des effets aussi constants et durables? Pourquoi des personnes, de cultures complètement différentes, sans aucun contact entre elles, vivraient-elles des expériences aussi similaires? Pourquoi les informations auxquelles elles accèdent seraient-elles fréquemment vérifiables? L'hypothèse que tout soit une fabrication mentale n'explique pas adéquatement les données. Il se passe autre chose, quelque chose que notre science actuelle ne parvient pas encore à expliquer complètement, mais que des milliers de cas documentés pointent consistamment. Peut-être sommes-nous au début d'une nouvelle compréhension de la nature de la conscience humaine, une compréhension qui intègre les intuitions des traditions spirituelles anciennes avec la rigueur méthodologique de l'investigation scientifique moderne. Raymond Moody a passé des décennies à la frontière entre ce que nous savons et ce que nous ne faisons qu'entrevoir. Il a toujours maintenu une posture d'investigateur honnête, n'affirmant pas plus que ce que les preuves permettent, mais ne niant pas non plus des possibilités, simplement parce qu'elles ne cadrent pas avec les modèles conventionnels. La question de savoir pourquoi nous ne nous souvenons pas de nos vies passées n'a peut-être pas de réponse définitive dans notre état actuel de connaissance, mais les indices dont nous disposons sont fascinants. Le schéma des jeunes enfants qui se souviennent, puis oublient les cas vérifiés d'informations qui ne pourraient pas être connues par des moyens normaux, les expériences de régression qui produisent des effets thérapeutiques réels, les récits demi, qui incluent des aperçus d'autres existences. Et il y a aussi le mystère des enfants prodiges, des enfants qui démontrent des compétences extraordinaires, sans aucun entraînement préalable. Théo, composant à 5 ans. Pascal, résolvant des problèmes complexes. Avant d'apprendre formellement la matière, des artistes, produisant des chefs-d'œuvre dans leur enfance. D'où viennent ces compétences? L'explication génétique n'est pas suffisante. Beaucoup d'enfants prodiges naissent dans des familles sans aucun antécédent dans le domaine de leur talent. L'hypothèse d'une mémoire de vie passée offre une alternative intrigante. Peut-être ces compétences ont-elles été développées dans des existences antérieures et d'une certaine manière transférées dans la nouvelle incarnation, pas comme un souvenir conscient d'avoir pratiqué, mais comme une capacité innée, prête à émerger lorsque les conditions sont favorables. Si cela est vrai, alors nous portons tous des compétences et des connaissances de vies antérieures. La plupart n'ont simplement pas l'opportunité ou le stimulus adéquat pour qu'elles se manifestent, mais elles sont là, dormantes, attendant. Tout cela suggère que la mémoire est peut-être bien plus complexe que nous ne l'imaginons, que notre conscience peut avoir des couches que nous avons à peine commencé à explorer, et que l'oubli, loin d'être un défaut du système, pourrait être une caractéristique essentielle. La prochaine fois que vous ressentirez une attirance inexplicable pour un endroit que vous n'avez jamais visité, ou une connexion instantanée avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou une peur, une angoisse, que vous ne parvenez pas à rationaliser, considérez la possibilité que ces impressions, ces sensations, soient en réalité des messages, des échos, d'un vous qui a existé auparavant, pas comme une preuve irréfutable, non, mais plutôt comme une invitation, une douce invitation à élargir votre compréhension de qui vous êtes véritablement. La question qui a lancé cette exploration vidéo, pourquoi ne nous souvenons-nous pas de nos vies passées, n'a peut-être pas une seule réponse. Peut-être est-ce une délicate alchimie, une combinaison de facteurs divers et variés. La protection contre une surcharge émotionnelle écrasante, une nécessité vitale de vivre chaque expérience avec une authenticité absolue, les mécanismes complexes de notre cerveau qui filtrent, trient les informations entre les différents états de notre conscience. Ou peut-être existe-t-il une sagesse plus profonde
Cachée derrière ce voile de l'oubli, une sagesse que nous ne pourrons complètement saisir que lorsque nous aurons définitivement franchi ce seuil, cette frontière subtile qui sépare une vie de la suivante. Raymond Moody a consacré sa vie à nous montrer qu'il existe bien plus de mystères entre la naissance et la mort que notre philosophie conventionnelle ne le suppose. Et la question des mémoires de vie passée est peut-être l'un des plus profonds de ces mystères insondables. Pas parce que nous aurions des réponses définitives, non, mais parce que les questions émergent et nous invitent, avec insistance, à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur la conscience, l'identité et le sens profond d'être vivant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que quelque chose dans ce thème résonne en vous profondément. Peut-être une simple curiosité intellectuelle, bien sûr, peut-être aussi une intuition plus profonde, plus intime, peut-être même des mémoires, vos propres mémoires, que vous n'avez jamais su comment expliquer. Partagez avec nous, dans les commentaires ci-dessous, vos réflexions personnelles. Avez-vous déjà vécu des expériences qui ressemblent à des échos d'autres vies, des rêves récurrents, avec des époques ou des lieux spécifiques, des connexions inexplicables? Avec certaines personnes, votre histoire, votre témoignage pourrait être exactement ce qu'une autre personne a besoin d'entendre pour commencer sa propre quête, sa propre investigation. Et si ce contenu a élargi votre perspective, même d'une petite pincée de vérité, partagez-le avec quelqu'un qui cherche, lui aussi, à percer les mystères les plus profonds de l'existence humaine. À très bientôt pour une prochaine exploration